Bonjour, bienvenue sur Atelk avec Abdelkader. Depuis plusieurs épisodes, nous construisons toute l'architecture de notre application. La base de données, l'API, l'injection de dépendances, le repository, puis le view model. Tout fonctionne, mais rien n'est encore visible à l'écran. C'est maintenant que l'application commence réellement à prendre vie. Dans cet épisode, nous allons construire la navigation avec Jetpack Compose. Nous allons créer les différents écrans de l'application, apprendre à passer de l'un à l'autre, transmettre des paramètres et connecter chaque écran à son view model. À la fin de cet épisode, l'utilisateur pourra enfin parcourir l'application comme une véritable application Android. Avant de mettre en place la navigation, créons les écrans qui serviront de destination. Pour l'instant, ils seront volontairement vides, juste un texte indiquant leur nom, pour éviter les erreurs de compilation. Nous les remplirons dans l'épisode suivant. Le view model est prêt, les state flows sont en place, il ne manque plus que des écrans pour les observer. Commençons. Création des écrans vides. Créons notre premier écran Pause Screen. Notre écran est une fonction annotée @composable. Cette annotation provient du package compose.runtime, le cœur de Compose. Elle indique que cette fonction décrit une partie de l'interface. On lui donne dès maintenant 3 paramètres, même si l'écran reste vide pour l'instant. ViewModel de type PoseViewModel, celui qu'on a construit à l'épisode 6 et qui fournira bientôt les vraies données. On PoseClick, une fonction qui prendra l'identifiant d'un post cliqué, et on FavoritesClick, une fonction sans paramètre pour naviguer vers les favoris. Pourquoi les préparer déjà alors que l'écran n'affiche rien? Parce que ces paramètres sont exactement ce que notre futur graphe de navigation devra lui fournir. En les déclarant dès maintenant, on évite d'avoir à revenir modifier cet écran plus tard. On ajoute aussi un paramètre modifier de type modifier fourni par le package compose.ui. C'est lui qui permettra aux composants appelant de contrôler la taille, le placement ou l'apparence de cet écran. On lui donne modifier comme valeur par défaut. C'est la bonne pratique en Compose. Il vient toujours en dernier puisque c'est le seul paramètre à posséder une valeur par défaut. À l'intérieur, on utilise un box fourni par le package compose.foundation.layout. Un conteneur qui empile et positionne son contenu. Ici, FillMaxSize lui demande d'occuper tout l'écran. Content Alignment égale alignment.center indique que le contenu sera centré. Alignment provient lui aussi du package compose.ui. Il ne reste plus qu'à afficher un texte issu du package compose.material3 simplement pour vérifier que notre écran s'affiche correctement. Les paramètres qu'on vient de déclarer ne sont pas encore utilisés à l'intérieur. Ils le seront à partir de l'épisode 8 quand on construira la vraie interface. Même principe pour Pose Detail Screen. Les mêmes packages Runtime, UI, Foundation.layout et Material3. Une seule différence notable, à la place de on PoseClick, cet écran reçoit directement PoseID, l'identifiant du poste à afficher. C'est justement l'argument qu'on a préparé dans navroutes.kt. Et à la place de on FavoritesClick, il reçoit on backclick pour revenir à l'écran précédent. Et pour finir, Favorites Screen, même schéma. Le View Model partagé, on PoseClick pour ouvrir le détail d'un favori et on backclick pour revenir en arrière. 3 écrans encore vides visuellement, mais déjà prêts à recevoir ce dont ils auront besoin, des données et des actions de navigation. C'est cette préparation qui va nous permettre d'avancer sereinement vers le graphe de navigation. Les routes navroutes.kt. Nos destinations existent maintenant. Nous pouvons donc construire les routes qui permettront de naviguer entre elles. Commençons par définir ces routes dans un fichier navroutes.kt. Pourquoi un fichier séparé? Avant d'écrire la navigation elle-même, on commence par définir les destinations de l'application. C'est une bonne pratique de séparer les destinations de la logique de navigation. D'un côté, on décrit les écrans disponibles, de l'autre,
On écrira plus tard comment passer de l'un à l'autre. Cela évite de disperser des chaînes de caractères dans tout le projet, avec les risques d'erreur que cela implique. Pourquoi une sealed class, classe scellée? Pour représenter ces destinations, on utilise une sealed class. Pourquoi? Parce qu'on connaît dès le départ tous les écrans de notre application. Leur nombre est fini. Une classe scellée est justement faite pour représenter un ensemble fermé d'éléments. Une sealed class ne peut être héritée que par des sous-classes définies dans le même fichier. Personne ne pourra ajouter une nouvelle classe destination ailleurs dans le projet. Le compilateur connaît donc l'ensemble des écrans possibles. Plus tard, lorsqu'on utilisera un when, Kotlin vérifiera qu'aucune destination n'a été oubliée. Pourquoi la propriété route? Chaque destination possède une propriété route. C'est simplement le nom utilisé par Navigation Compose pour identifier l'écran. Pourquoi pas simplement Object? Techniquement, cela fonctionnerait parfaitement. Object pose nav route. En revanche, Object signifie simplement il n'existe qu'une seule instance de cette classe, alors que Data Object Pose signifie en plus cette instance unique représente une valeur de données, au même titre qu'une data class. Autrement dit, Object Singleton, Data Object Singleton qui représente une donnée. Et Data Object documente explicitement l'utilisation d'un objet comme un état de données sémantique et offre en plus un toString utile et un comportement equals hashcode cohérent. C'est l'amélioration sémantique qui manquait à l'objet générique. Notre fichier navroutes.kt est prêt et il va nous servir pour le reste de l'épisode. Route, nouvelle approche. Avant de continuer, un mot sur une évolution récente de Jetpack Compose, la façon de déclarer les routes. La façon dont on vient de définir ces routes avec une sealed class et des strings, c'est l'approche historique de navigation Compose. Depuis peu, il existe une nouvelle manière de faire plus moderne. Je voulais vous la montrer, ne serait-ce que pour que vous la reconnaissiez si vous la croisez dans un projet ou une documentation récente. Vous reconnaissez le nom Navroutes. C'est exactement la classe qu'on vient de créer. Ce qu'on va voir maintenant, c'est une autre façon d'écrire la même idée avec une syntaxe différente. Avant, sealed class avec des strings. Jusqu'ici, l'approche classique repose sur une sealed class où chaque écran est associé à une chaîne de caractères. C'est exactement ce qu'on vient de coder. Ça fonctionne, mais ça a trois limites. Les routes reposent sur de simples strings. Une faute de frappe dans un nom de route ne sera détectée qu'à l'exécution, pas à la compilation. Et les arguments comme un post ID doivent être extraits manuellement depuis l'URL. Depuis Compose 2.8, il existe une meilleure approche. On remplace la sealed class par une sealed interface qui regroupe toujours l'ensemble de nos destinations. Chaque destination devient ensuite un objet Kotlin serialisable. Remarquez la notation serializable. Elle est appliquée directement sur chaque data object ou data class afin que Navigation Compose puisse les convertir automatiquement lors de la navigation. Pose n'a besoin d'aucun paramètre. C'est un simple data object comme celui qu'on a déjà utilisé dans notre fichier navroutes.kt. PostDetail, en revanche, devient une data class qui prend directement un post ID de type integer. L'identifiant n'est plus caché dans une chaîne de caractères, il fait partie de la définition même de la route. Et favorites Compose reste un simple data object, même logique. Trois avantages concrets. Plus aucune string de route à écrire à la main. La sécurité est vérifiée dès la compilation. Une erreur de type est impossible. Et les arguments sont typés automatiquement, sans parsing manuel. Même si nous n'avons pas encore construit le navhost, ce sera la prochaine étape. Voici à quoi ressemble son utilisation avec cette nouvelle syntaxe. Concrètement,
Dans le navhost, ça donne ceci. Plus besoin de parser l'URL soi-même. Backstackentry.toRoute reconstruit directement l'objet PostDetail et son post ID est accessible immédiatement. Vérifier, typer sans conversion manuelle. C'est une piste à garder en tête pour vos futurs projets. De notre côté, on reste sur la style classe classique pour la suite. La méthode historique reste ultra majoritaire dans les projets existants et suffisante pour les besoins de cette application. Le graphe de navigation. Les routes sont maintenant définies. Elles indiquent où l'on peut aller dans l'application. Il faut maintenant expliquer à Compose quel écran correspond à chacune d'elles et comment passer de l'une à l'autre. C'est précisément le rôle du graphe de navigation. Ce fichier a un rôle précis, relier chaque route définie dans navroutes.kt à l'écran qui doit s'afficher. C'est le chef d'orchestre de notre application. PostNavGraph prend deux paramètres. Le NavHostController, c'est une sous-classe spécialisée de NavController qui contient des fonctionnalités supplémentaires indispensables au fonctionnement de notre NavHost. C'est l'objet central qui va garder en mémoire l'écran actuel et piloter nos transitions. On verra dans un instant qui le lui fournit. Et un modifier issu de Jetpack Compose qui permettra plus tard aux composants appelants de contrôler la taille ou le positionnement de tout notre graphe de navigation. Le choix architectural ViewModel partagé. Avant d'aller plus loin, un point important. Val ViewModel de type PostViewModel égale HiltViewModel. Cette ligne crée notre PostViewModel, mais attention à son emplacement. Elle est déclarée ici au sommet de notre PostNavGraph et non à l'intérieur de chaque bloc d'écran. Pourquoi ce choix? Notre PostViewModel construit à l'épisode 6 n'est pas spécifique à un seul écran. Il expose déjà les fonctions pour observer la liste des posts, gérer les favoris et charger le détail d'un article. Il a été pensé dès le départ pour servir nos trois interfaces à la fois. En le déclarant ici, en dehors du scope de NavHost, il va rattacher ce ViewModel au cycle de vie de l'activité parent, la main activity, et non à un écran particulier. On obtient ainsi une instance unique et partagée entre PostScreen, PostDetailScreen et FavoriteScreen. Concrètement, si on ajoute un post en favori depuis l'écran de détail, l'écran des favoris le verra immédiatement à notre retour sans avoir besoin de recharger quoi que ce soit depuis la base de données ou le réseau. C'est un choix architectural assumé. Par défaut, dans Compose Navigation, on a tendance à instancier un ViewModel à l'intérieur de chaque bloc composable, ce qui le scope à un seul écran et le détruit dès qu'on le quitte. Ici, conserver le ViewModel en mémoire pendant toute la durée de vie de l'activité simplifie grandement le partage d'état pour une application de cette taille. Le NavHost vient maintenant le NavHost, le conteneur qui va afficher le bon écran selon la route active. NavHost prend trois informations essentielles. Le NavController qu'on vient de recevoir, une destination de départ, Start Destination, ici navroutes.post.route puisque l'application démarre toujours sur l'écran des postes. Et enfin le modifier qu'on transmet simplement tel quel pour que le NavHost en hérite. Premier composable PostScreen. À l'intérieur du NavHost, chaque écran est déclaré avec un bloc composable. Pour la route Post, on affiche PostScreen en lui passant notre ViewModel partagé. On lui fournit aussi deux actions en PostClick qui navigue vers le détail d'un post. On retrouve ici notre fonction CreateRoutePostID construite justement pour ça. Et on FavoritesClick qui navigue simplement vers la route Favorites. L'écran lui-même n'a pas besoin de connaître le NavController. Il reçoit juste deux fonctions
à appeler. C'est lui qui décide qu'on navigue, mais c'est ici, dans le graphe qu'on décide comment. Deuxième composable, Post Detail Screen avec argument. La route de détail est un peu plus riche puisqu'elle doit recevoir un argument, le Post ID. On déclare explicitement cet argument avec navArgument en précisant son type, ici inType. Cette déclaration permet à Navigation Compose de savoir comment extraire correctement la valeur depuis l'URL de la route. Notez au passage le paramètre backstackEntry juste après l'ouverture de la lambda. C'est l'objet fourni par Compose et qui représente notre destination actuelle dans la pile de navigation. Et c'est lui qui transporte nos données. On extrait notre identifiant depuis le dictionnaire d'arguments de ce backstackEntry. Regardons de plus près ce petit bout de code. Point d'interrogation, deux points. Return at composable. C'est l'opérateur Elvis en Kotlin et il nous sert ici de filet de sécurité pour faire du code défensif. On lui dit, essaie de récupérer le post ID si pour une raison ou une autre, il est introuvable ou mal formaté, n'essaie pas d'aller plus loin. On sort simplement du bloc avec un retour ciblé plutôt que de risquer un crash. Post Detail Screen, on transmet ce post ID à Post Detail Screen ainsi que le viewModel partagé. Pour gérer le retour en arrière, on passe une lambda à notre paramètre en backclick qui appelle navController.popBackstack. Techniquement, Navigation Compose gère l'historique sous forme de pile LIFO, last in, first out. Lorsque vous naviguez vers un nouvel écran, celui-ci est empilé au-dessus du précédent. L'appel à popBackstack ordonne au contrôleur de dépiler l'élément situé tout en haut. L'écran actuel est immédiatement détruit, ce qui déclenche son cycle de vie de sortie. Et l'écran immédiatement en dessous redevient actif, retrouvant son état exact là où l'utilisateur l'avait laissé. Troisième composable, Favorite Screen. Même logique, le viewModel partagé, la possibilité de naviguer vers le détail d'un post favori et un retour en arrière avec popBackstack. Notre graphe de navigation est complet. 3 routes, 3 écrans, un seul viewModel qui les connecte tous et un navController qui reste à brancher quelque part. Mais avant de le brancher, il manque un élément. Pour l'instant, on ne peut naviguer vers Favorites qu'en devinant l'existence de cette route dans le code. Il nous faut un vrai menu, visible et cliquable, pour que l'utilisateur passe d'un écran à l'autre naturellement. C'est l'objet de notre prochaine étape. MainScaffold.kt. Cette barre de navigation, ce sera une barre en bas de l'écran, un élément d'interface classique que vous manipulez au quotidien. Mais ce composant impose une contrainte forte. Il doit rester affiché en permanence, peu importe l'écran actif. Il ne peut donc pas vivre à l'intérieur d'un écran spécifique, sous peine de disparaître lors des transitions. Il doit englober notre navHost tout entier. C'est précisément le rôle du composant scaffold. Le scaffold est la structure de mise en page fondamentale en Material Design. Il réserve des emplacements dédiés pour les composants fixes, comme ici avec la bottom bar, tout en déléguant le reste de l'espace au contenu principal. La navigation bar et l'écran actif. Pour que le menu sache quel onglet mettre en surbrillance, nous devons connaître la destination actuelle affichée à l'écran. C'est le rôle de Current Backstack Entry as State. Cette fonction convertit la pile de navigation en un state Kotlin observable. À chaque fois que l'utilisateur change d'écran, sa valeur est mise à jour, ce qui déclenche une recomposition ciblée de notre barre de navigation. Notez l'utilisation du mot-clé by. C'est le mécanisme de la délégation de propriétés de Kotlin. Sans lui, nous serions forcés d'accéder aux données en écrivant .value à la ligne suivante. Grâce à by, une current entry se comporte directement comme une variable classique tout en restant réactive. Un sucre syntaxique omniprésent dans Compose pour garder
un code propre. Chaque navigation bar item définit sa propre identité visuelle, une icône, un libellé et un booléen selected qui passe à vrai dès que la route active correspond à la sienne. L'action on clic déclenche le changement d'écran classique, mais notez ce bloc de configuration. Run single top égale true. C'est une optimisation indispensable en production. Sans cette option, si un utilisateur martèle le bouton pause alors qu'il se trouve déjà sur cet écran, l'application empilerait indéfiniment des copies identiques du même écran dans la pile de retour. L'instruction run single top dit explicitement au framework si la destination ciblée est déjà visible tout en haut de la pile, ne recrée pas d'instance réutilisable. C'est un excellent réflexe d'optimisation de mémoire et de navigation. La logique reste identique juste en dessous pour l'onglet des favoris. Le bloc de contenu du scaffold nous fournit un paramètre crucial, inner padding. Ce dictionnaire de marche calcule automatiquement la hauteur exacte occupée par la barre de navigation. C'est ici que l'organisation de notre code paye. Lors de l'écriture de notre post-nav graph, nous avions sagement prévu un paramètre modifier. Il nous suffit de lui injecter cet inner padding via modifier.padding inner padding. Cela garantit que le contenu de nos écrans ne sera jamais masqué ni tronqué par la barre de menu en bas de l'appareil. Notre application dispose désormais d'un squelette de navigation permanent et robuste. L'utilisateur ne navigue plus à l'aveugle. Il interagit avec des composants standardisés et l'application adopte un comportement natif et prévisible. Notre système est prêt. Il ne reste plus qu'à raccorder tous ces wagons depuis notre point d'entrée principal. Le raccordement final, mainActivity.kt. Retour à mainActivity, le point d'entrée de notre application. Tout ce qu'on vient de construire va enfin se rejoindre ici. L'annotation Android Entry Point. Cette annotation provient de Hild. Elle est cruciale. Elle indique à notre moteur d'injection de dépendance que cette activité est prête à accueillir des composants injectés. C'est précisément grâce à ce point d'ancrage que notre PostViewModel, instancié un peu plus tôt au sommet du graphe, a pu être légitimement rattaché au cycle de vie de cette activité. On create et enable edge to edge. Dans la méthode on create, juste après l'appel obligatoire à la classe parente, nous appelons enable edge to edge. Cette fonction configure l'application pour qu'elle s'affiche en mode immersif, c'est-à-dire directement sous les barres système, la barre de statut en haut et la barre de navigation de l'os en bas. C'est la norme moderne recommandée sous Material 3 pour exploiter l'intégralité de la surface de l'écran. Rappelez-vous, c'est grâce à cette fonction que l'inner padding de notre scaffold, vu à l'étape précédente, prend tout son sens en protégeant notre interface. SetContent est le thème. Le bloc SetContent agit comme la passerelle entre le monde impératif d'Android et l'univers déclaratif de Jetpack Compose. C'est ici que l'arbre de nos composants UI commence à bourgeonner. Nous encapsulons notre interface dans PostAppTheme. Pour le moment, il s'agit du thème par défaut généré automatiquement par Android Studio. Nous le personnaliserons en détail lors du prochain épisode, mais l'essentiel est là. La structure globale est isolée et nos modifications esthétiques futures n'auront aucun impact sur la logique écrite ici. Le pivot central, Remember Nav Controller. Voici enfin la pièce manquante du puzzle, l'instanciation de notre fameux contrôleur de navigation. Nous l'obtenons grâce à Remember Nav Controller. En coulisses, cette fonction instancie
et mémorise précisément la sous-classe NavHost Controller attendue par notre graphe. Le mot-clé Remember est capital en Compose. Il garantit que l'instance du contrôleur de navigation va survivre au cycle de recomposition de l'interface. Même si l'écran se redessine intégralement suite à une mise à jour d'état, l'application conserve religieusement le même Nav Controller et protège l'intégralité de sa pile de retour backstack. Sans ce garde-fou, l'historique de l'utilisateur serait réinitialisé à la moindre variation de données. L'assemblage architectural. Pour conclure l'assemblage, nous n'appelons pas directement notre graphe de navigation. Nous injectons notre tout nouveau Nav Controller au sein du main scaffold. En une seule ligne de code, à la racine de l'application, l'architecture se connecte d'elle-même. Le contrôleur est créé. La barre de navigation l'observe pour synchroniser ses onglets et le NavHost interne aiguille l'affichage vers le bon écran. Toutes les briques découplées au cours de cet épisode fusionnent dans cet appel unique. Notre infrastructure de navigation est désormais pleinement opérationnelle. L'application sait afficher un écran, basculer vers un autre via un menu persistant et propager des arguments sécurisés au fil des destinations. Notre architecture n'est plus un concept théorique abstrait, c'est un système interconnecté et fluide prêt à être parcouru du bout des doigts. Premier lancement, le test. Notre code est en place. Il est temps de vérifier que tout fonctionne. Direction l'émulateur, un Pixel 10. Et voilà Pause Screen, s'affiche avec notre bottom bar, déjà fonctionnel en bas. Cliquons sur Favoris, Favorite Screen s'affiche immédiatement et remarquez que l'icône Favori est maintenant mise en évidence avec son fond arrondi. Compose met automatiquement à jour cet état dès que notre paramètre Selected passe à True. En quelques étapes, on a construit toute la navigation de notre application. D'abord nos destinations, Post Screen, le point de départ, Post Detail Screen pour afficher le détail d'un post et Favorites Screen pour les posts mis en favori. Les écrans sont connectés, un Post ID voyage de la liste vers le détail typé sécurisé. Chaque écran sait comment revenir en arrière et comment naviguer vers les autres. Le tout est orchestré par Post Navgraph, le chef d'orchestre de nos destinations. La barre de navigation en bas, Main Scaffold, reste permanente quel que soit l'écran affiché. Et c'est Main Activity qui connecte tout. Un seul appel à Main Scaffold et l'architecture se branche d'elle-même. L'infrastructure de navigation est complète. Notre application est maintenant navigable comme une vraie application Android professionnelle. Mais les écrans sont encore vides. Dans l'épisode suivant, le dernier, on leur devrait donner un vrai design. L'app est navigable, il ne manque plus qu'un visage. Ce sera l'objet de l'épisode 8. Si cet épisode vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt sur Atel.